Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Nom du Point à cette grande rencontre avec l'un des plus grands écrivains de notre temps. Mieux, le pharaon des lettres en personne. Vous avez beaucoup de chance. Applaudissez-le, il le mérite. L'auteur du succès mondial, L'immeuble Yacoubian, l'écrivain qui en 2011 haranguait les foules place Tahrir contre Moubarak, l'écrivain égyptien Alaa El Aswany qui nous revient avec bonheur, avec ce nouveau livre Au soir d'Alexandrie. On a beaucoup de chance de l'avoir avec nous et si vous voulez avoir encore un avant-goût, vous lirez la très belle interview de Valérie Marin-Lamellé dans ce supplément du Point mis à votre disposition gratuitement et ensuite vous irez acheter son livre parce que vous passerez un moment formidable. Ça va, Alaa El Aswany? Très bien. Ça va, merci. Vous êtes heureux d'être à Nancy? Oui, Oui. absolument. Je dois être heureux parce que, vous voyez, je suis venu avant et vraiment c'est un endroit spécial où les gens sont intéressants et intéressés à la littérature. Alors je suis content. Merci. Voilà, merci en tout cas. Alors Alaa El Aswany, on vous a connu dentiste, officiant dans un cabinet situé dans votre maison du quartier du 6 octobre, à une trentaine de kilomètres du centre-ville du Caire, juste au-dessous de votre bureau d'écrivain. Vous avez cette particularité, comme il y a beaucoup d'écrivains médecins, à croire que la connaissance du corps humain aide aussi à être un bon écrivain. On vous a connu dans les années 90 animant avec d'autres intellectuels le mouvement politique Kifaya, qui veut dire « ça suffit ». On vous a connu manifestant aux côtés des étudiants et des révolutionnaires de la place Tahrir, qui firent tomber Moubarak. On vous a connu en opposant à son successeur Mohamed Morsi, qui voulait lui imposer à votre pays une autre forme de dictature, religieuse cette fois. On vous a connu chroniqueur des épisodes mouvementés de ce printemps égyptien qui a suscité autant d'espoir que de déception. Et on n'a pas oublié que vous terminiez à l'époque chacune de vos chroniques par la phrase rituelle « La démocratie est la solution ». Et on vous retrouve aujourd'hui auteur d'un nouveau roman, Au soir d'Alexandrie, mais vivant en exil aux États-Unis. Alors, avant de parler de ce nouveau et épatant roman, Alaa El Aswany, je voudrais savoir à quoi elle ressemble, cette vie, dont il est d'ailleurs question aussi dans le livre, cette vie d'exil, parce qu'on parle beaucoup d'exil aussi dans Au soir d'Alexandrie, cette vie loin de votre pays, où, je rappelle, vos livres sont interdits. C'est pas seulement mes livres qui ont été interdits. Moi, j'étais interdit. J'étais interdit de tout, de la télévision, de faire des rencontres littéraires, de publier, d'écrire. Alors, à un moment donné, je n'étais pas exilé dans le sens officiel, mais ils ont pas mal d'expérience. Ils peuvent rendre votre vie impossible. Alors, moi, j'ai été interdit d'écrire et de publier. Et moi, je suis écrivain. Alors, c'est impossible de continuer comme ça. Alors, j'ai décidé, 2018, de quitter l'Égypte. Il y avait eu des menaces aussi, y compris sur vos enfants, c'est ça, ouais. Oui, parce que moi, je suis préparé pour payer le prix de mes positions, de mes opinions, mais essayer d'embêter ou même de mettre en prison ma fille ou mon fils, c'est trop pour moi. Alors vous enseignez maintenant ce qu'on appelle le creative writing, c'est-à-dire l'art d'écrire, à la prestigieuse université de Princeton, donc aux États-Unis. Comment vous faites pour garder le lien avec l'Égypte? Je pense à une phrase que vous aviez dite dans une interview du Point. Physiquement, je suis à New York, mais je continue à vivre en Égypte. Alors comment vous faites? Je suis tout ce qui se passe en Égypte et maintenant c'est plus facile. Je dois ici parler des grands écrivains qui ont, pour des raisons différentes, qui ont été obligés ou qui ont choisi de quitter leur pays. Là. Ernest Hemingway, par exemple,
a vécu très peu en Amérique. Garcia Marquez a quitté son pays, la Colombie, à l'âge de 23 ans. Je comprends maintenant que quand vous êtes dehors, ça peut avoir un aspect positif parce que vous serez capable de voir ce qui se passe peut-être d'une manière plus précise parce que vous n'êtes pas dans le... Mais il y a une distance qui va vous permettre de voir ce qui se passe d'une manière plus précise. Et pour garder le contact avec la rue égyptienne, qui fait aussi le charme et la force de vos romans, vous continuez à avoir ces informations Absolument, absolument. Je connais tout le monde en Égypte et j'ai aussi vous voyez, je pense que j'écris des romans pas seulement pour l'Égypte ou les Égyptiens, j'écris pour les êtres humains, pour tout le monde. Et le fait que je connais l'Égypte mieux m'aide à écrire des romans sur l'Égypte. Mais ce qui compte, c'est l'aspect humain de la littérature. Je pense que le succès littéraire, pour moi, c'est comme par exemple, je suis traduit en 37 langues. Et je vais par exemple au Danemark et je trouve une femme danoise qui dit que j'ai vraiment senti la souffrance de votre personnage. Et je trouve que ça, c'est le succès littéraire. C'est dépasser toutes les limites pour arriver aux êtres humains. Ça, c'est ce que vous enseignez à vos étudiants en creative writing, en écriture, cette universalité, finalement, arriver à toucher... Exactement. Non, je suis très clair dans mes classes qu'on ne peut pas enseigner quelqu'un pour qu'il soit doué. Parce que ça ne sert à rien. Oui, le talent, ça prend le pas. talent, où on est né avec talent ou sans talent. Ouais. Ce que je fais, mes classes, c'est que j'essaye de les enseigner comment ils peuvent éviter les fautes. Parce qu'il y a des fautes qui se répètent quand on commence l'écriture. Alors j'essaye de faire ça. Il suffit que vous soyez là à la Soigner pour qu'il y ait une manifestation. C'est quand même fou. Non, c'est merci, mais c'est un mariage. Un mariage. Une manifestation d'enthousiasme. Oui. Voilà. Vous continuez à faire une vidéo chaque semaine sur ce qui se passe en Égypte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo? Qu'est-ce que vous montrez? Ouais. Je pense que on a besoin d'un changement, pas seulement politique. Je pense que la révolution, c'est beaucoup plus profonde qu'un changement politique. On peut achever un changement politique à travers beaucoup de choses, des réformes, un coup d'État, mais la révolution, pour moi, c'est un changement de mentalité, c'est un changement de vision du monde. Et je vois qu'on ne doit pas oublier en Égypte, 60% des Égyptiens sont au-dessous de l'âge de 30 ans. Alors il s'agit de plus que la moitié du peuple, nouvelle génération, et c'est cette génération qui a fait la révolution. Et je vous dis que cette génération porte une vision du monde très différente de la vision du monde portée par les parents. Ils sont quoi? Ils veulent plus de liberté? Ils veulent plus de... Tous les jeunes qui ont fait la révolution, ils avaient un choix. Pendant 40 ans, le seul choix était pour les gens, les Égyptiens, d'avoir un contrat dans les pays de Golfe. Alors, vous passez là-bas 10, 15 ans, 20 ans, et vous retournez, vous rentrez avec une fortune. Et c'était le seul rêve d'une génération. Les jeunes qui ont fait la génération, la révolution, ils ont refusé cette solution parce qu'ils pensaient que ce n'est pas une solution. La solution, c'est on doit changer notre pays maintenant, quel que soit le prix qu'on va payer.
Et ça, c'est ce que vous dites sur vos vidéos YouTube. C'est quoi? Vous êtes face caméra et ce sont des... Non, j'essaye. Le problème, c'est que on a l'influence, double influence, par la dictature militaire et les islamistes. Ils ont beaucoup de choses en commun. Alors, j'essaye tout le temps de présenter une vision humaine de ce qui se passe en Égypte et ce qui se passe dans le monde. J'essaye de ne pas déhumaniser les autres. Parce que, on appelle ça en anglais dehumanization, c'est enlever l'aspect humain des autres. Les autres deviennent un titre, deviennent les autres, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les Européens, les blancs, les noirs. Oui, ça devient des groupes, quoi. Des groupes. Moi, je vois pas ce qui est humain dans les autres. Et je trouve ça très dangereux parce que c'est la première étape avant les grands crimes, les crimes les plus terribles du monde. Ça a toujours commencé par dehumanization. J'ai un roman qui s'appelle Chicago, et un de mes personnages était un Américain de la génération de Vietnam. Alors je devais faire une recherche sur Vietnam et j'ai trouvé quelque chose de... Pour moi, c'était très intéressant. C'est que il y avait des instructions très claires pour les soldats américains au Vietnam. Quand vous tirez, ne regardez pas les yeux. C'était officiel. Oui, ne pas voir l'humanité dans l'autre. Exactement. Voilà, alors, mais pourquoi on dit ça et pourquoi on s'intéresse à écrire ces instructions? Parce que si vous regardez les yeux, vous allez voir l'humain. Vous allez voir que vous êtes en train de tuer quelqu'un qui a une famille, des enfants, alors vous ne serez pas capable de tuer. Et moi, je pense que le rôle, disons, la mission de la littérature, c'est le contraire. On écrit littérature, on lit littérature pour regarder les yeux des autres. Bravo. Vous utilisez le terme de fascisme d'ailleurs quand vous parlez à la fois de l'islamisme et à la fois de la dictature militaire. Vous avez dit ils se réunissent, ils ont des choses en commun. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Parce qu'on les oppose parfois. D'ailleurs, le gouvernement de Al-Sisi dit qu'il lutte contre l'islamisme. Ouais. Ils ont besoin les uns des autres, numéro un. Et numéro deux, ils ont presque tout en commun. L'idée que le peuple ne sait pas exactement ce qui est faux et ce qu'il doit faire, ils ont le droit d'imposer les choses sur le peuple. Ces choses peuvent être des choses de la religion ou des choses du régime. Aussi, ils ont presque pas un respect pour la femme. Ils voient la femme dans la cuisine. Les deux. Les deux, oui. Les deux. Et le conflit entre les islamistes et les militaires, c'est pas un conflit des idées du tout. C'est un conflit du pouvoir. Alors, dès 1952, le coup d'État de Nasser, après, ça a été soutenu par le peuple, les islamistes ont soutenu Nasser pour annuler la démocratie. À un moment donné, ils avaient un conflit, alors il a mis tout le monde en prison, et après, ils sont sortis pour la même alliance. Il y a une alliance... objectif, quoi, presque. Ouais. Oui. Vous voulez un peu de... Merci, c'est gentil. C'est gentil. Merci. Alors, Alaa Lasswany, après l'immeuble Yacoubian, après Chicago, après Automobile Club d'Égypte, après J'ai couru vers le Nil,
qui est un peu à la révolution égyptienne de 2011, ce qu'était l'immeuble Yacoubian à la société égyptienne des années 90. Vous publiez Au soir d'Alexandrie, qui se passe donc à Alexandrie, au début des années 60, c'est ça? On est à peu près à ce moment-là. Et qui raconte comment une bande d'amis qui se retrouvent, c'est très sympathique, régulièrement dans l'arrière-salle d'un restaurant tenu par une grecque magnifique qui s'appelle Lida, qui est superbe. Hein, quand on n'a pas d'image quand on lit, mais avec les mots, on a envie de connaître Lida. D'ailleurs, on a envie de connaître tous ces personnages. Ils appellent ça le caucus, comme on dit aux États-Unis souvent, c'est-à-dire le petit congrès d'amis. Donc à l'arrière-salle de ce restaurant qui s'appelle Artinos, qui était le père de Lida, hein, qui aimait recevoir, ce sont des Grecs d'Alexandrie, qui se sentent alexandriotes, qui se sentent égyptiens, mais qui sont grecs. C'est très important parce que ça va changer, parce qu'il est question aussi de nationalisme dans ce livre. Alors parmi ses amis, il y a l'avocat Abbas, il y a le peintre Anas, qui est presque le personnage principal, parce qu'on a droit à son journal aussi, qui scande le livre à la première personne. On a le maître d'hôtel Carlo. Moi, j'aime beaucoup Carlo. Alors lui, il est italien ou italo-égyptien. Il est très beau. Il a un problème aussi avec les femmes, parce qu'à la fois, il les aime et puis il a peur du mensonge des femmes, mais il va se révéler absolument héroïque, justement, avec une femme. Il y a Tony, qui dit, c'est un peu Charlie la chocolaterie. C'est le Tony Kazan qui décide contre l'avis de son père, qui voudrait qu'il reprenne la fabrique de coton familiale, qui décide de se lancer dans les chocolats. Parce qu'il adore les chocolats, il adore aussi les enfants, il fait plein de choses pour les enfants dans son entreprise, un club de foot, pour qu'ils fassent du sport. Enfin, c'est vraiment le patron absolument génial. Et puis, il y a une libraire. Alors évidemment, on aime beaucoup aussi cette libraire, elle s'appelle Chantal, elle est française, c'est une combattante, elle voit l'humain dans l'autre, elle aime faire venir les écrivains d'où qu'ils soient pour rencontrer leurs lecteurs, elle paye leurs billets, elle les reçoit bien, elle organise toutes ces rencontres-là. Malheureusement, cette bande d'amis va se retrouver confrontée à un mouvement politique qui existe déjà au début du livre, qui est l'ascension du nasserisme, donc du mouvement politique du colonel Nasser, qui peu à peu va restreindre les libertés. Donc ce que vous racontez, Ala El Aswany, en dehors de ce côté vraiment bande de camarades, très humain, où on rit beaucoup, où on s'aime beaucoup, c'est très physique aussi, il y a des histoires d'amour, mais c'est aussi la naissance d'un pouvoir fort, d'un pouvoir autocratique en fait. Oui, c'est la dictature militaire et Alexandrie était un modèle d'une ville cosmopolite qu'on voit rarement autre part. Alexandrie, il y avait tout le monde, et tout le monde était accepté. Il y avait les Juifs, il y avait les Grecs, ils sont tous alexandrins, ils se considèrent tous égyptiens parce qu'ils étaient nés à Alexandrie et dont les parents avaient été nés à Alexandrie aussi. Et c'est étrange pour eux que quelqu'un pense qu'ils ne sont pas égyptiens, parce qu'ils étaient égyptiens d'origine européenne. Il s'agit d'une population de milliers, comme ça. Cette idée de la ville cosmopolite où tout le monde est accepté est très difficile à comprendre par la dictature militaire et par les islamistes aussi. C'est que vous êtes qui? Ou bien vous êtes avec nous ou contre nous. Et si vous avez une origine européenne, ça veut dire que vous n'êtes pas égyptien. Vous insistez que vous êtes égyptien, alors vous devez prouver que vous êtes égyptien. Et c'est exactement ici la conversation entre Carlo et l'officier, parce que c'est trop pour une mentalité fasciste de comprendre que il y a pas mal de gens qui ne sont pas contre vous, ils ne sont pas avec vous. Ça, c'est trop. Et ça continue jusqu'à maintenant. Que
Ce genre de xénophobie, malheureusement, ça existe en Égypte. Alors, vous donnez dans ce roman, Halal Aswany, libre cours à votre cette critique du fascisme, hein, qu'il soit militaire ou islamiste, mais surtout vous montrez comment tous vos personnages, finalement, d'une manière ou d'une autre, vont subir la pression de ce régime nassérien, mais vont aussi résister à leur manière. C'est aussi un livre sur l'esprit de résistance, sur le refus de la peur. Absolument, et aussi on ne peut pas éviter la dictature. Parce qu'il y avait parmi ces personnages des gens qui disaient on s'en fout de cette histoire, soit le roi, soit les militaires au pouvoir, moi je garde mon petit coin pour travailler, gagner, et je m'en fous. C'est impossible. Comme le restaurant, par exemple. Oui, c'est impossible. Ouais. Parce qu'une dictature ne va jamais laisser des gens qui ne sont pas fidèles. Non, vous êtes l'ennemi. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Et être avec vous, enfin, être avec nous, comme ils disent, c'est non seulement être avec nous, mais c'est dénoncer les autres. Voilà. C'est le régime de dénonciation. Exactement. Même son patron, qui est super, qui aide tout le monde, on va le dénoncer, quoi. Parce que sinon, on s'en prend à votre famille, on s'en prend... Exactement. Ouais. Et même pour les gens qui ont été en prison sous Nasser et jusqu'à maintenant, ils ont passé, par exemple, des années en prison sans rien faire à cause de leurs idées. Et on propose un deal. Vous voulez sortir, très bien, vous écrivez un petit papier que avant vous avez dit écrit des bêtises et vous n'avez pas eu les idées de notre patrie et vous avez été influencé par des traîtres. Et si vous signez, vous sortez. Et il y avait des gens sous Nasser et jusqu'à maintenant qui ont refusé, parce que ça veut dire quoi signer? Ça veut dire vous serez cassé comme personne. Comme être humain, bien sûr. Exactement. Ouais. Alors, il y avait des gens que... Mon père, qui était écrivain, avocat, avait des copains qui avaient vécu cette expérience. Et j'ai posé une question à quelqu'un qui a refusé. Il a passé 4 ans en prison et 6 ans parce qu'il a refusé de signer. Ouais. Il a dit non, parce que je ne peux pas, même si personne ne va savoir que j'avais signé, mais pour moi, je vais perdre mon respect. Mon honneur et mon esprit, presque, d'être dans le faux. Exactement. Voilà. Et comment vous avez travaillé Halal Aswany? Parce que c'est un roman, hein, quelle est la part de fiction? Quelle est la réalité? Tous ces personnages-là, ils sont nés comment? Les personnages qui se réunissent à l'arrière du restaurant, cette fragment, c'est un peu comme l'immeuble, c'est-à-dire que vous prenez une sorte de société diverse mais unie par un lieu. Mais comment ça naît un roman d'Halal Aswany? Le roman, c'est pas une décision, c'est un sentiment. Moi, je pense que vraiment, selon mon expérience, que écrire un roman, c'est une histoire d'amour. Et on ne cherche pas les histoires d'amour. Et on ne décide pas de tomber amoureux parce que ça va... Enfin, comment on fait? Avec la feuille comme ça, à un moment... Non, ce sont des... vous voyez, une écrivaine que j'aime beaucoup, Isabelle Allende, elle a dit... on dit en Amérique, quand je dis une phrase, on dit quote. Quote, ça veut dire que c'est exactement ça. Ouais, une citation. J'enseigne à l'université, je dois être précis. Quote, elle a dit une nouvelle tombe sur ma tête comme une pomme. Ouais. Pour le roman, je dois écrire chaque jour pour découvrir le roman qui est sur moi, qui est dans mon cœur, et continuer l'écriture pour le produire. Ouais. Vous voyez? Et je vois ça une manière de décrire vraiment l'écriture incroyablement précise. Mais au départ, sur celui-là, par exemple, vous vous êtes dit,
Déjà, cette Alexandrie, ça s'imposait... Bon, je ne vais pas dévoiler, mais il y a de très belles pages sur l'exil. On sent que là, c'est Alla El Aswany qui parle sur ce que ça fait de quitter sa terre. J'ai passé Alexandrie quand j'étais petit jusqu'à l'université. Je passais 3 mois à Alexandrie parce que je passais toutes les vacances à Alexandrie. Et j'avais des amis, j'avais une société, une communauté d'Alexandrie dont je suis membre. Et j'avais des amis, des petits amis égyptiens d'origine européenne. Et je me souviens très bien que l'un après l'autre me disait qu'on va partir. Pourquoi on va partir? Moi, je ne comprenais pas. Je pense qu'ils ne comprenaient pas. Moi, non, mais mon père a dit qu'on va partir. Et quand je suis devenu grand et j'ai lu, alors j'ai découvert que c'est exactement ce qui s'est passé avec moi, c'est que c'est pas une décision d'exiler ou de chasser les autres, mais c'est simplement rendre leur vie impossible à leur propre pays. On peut peut-être... je voudrais lire un extrait, sans rien dévoiler du livre. C'est un peu l'idée de... Quand les gens montent des dossiers sur vous, quoi. Et comment, justement, on vous laisse pas le choix. Enfin, on vous montre que vous n'avez pas le choix. En réalité, on a toujours le choix. C'est ça qui est beau aussi. Donc, Carlo, c'est le personnage qui est quoi, maître d'hôtel, quoi. C'est ça, c'est le maître d'hôtel. Donc, il travaille dans un restaurant. Donc, parfois, les clients lui demandent de prendre une photo avec lui. Il prend une photo. C'est pas pour ça que c'est son meilleur ami. Donc on lui montre la photo qu'il a prise avec un certain Lutz, un espion qui recueillait des informations pour Israël. Carlo parut ébranlé. Je vous ai dit, monsieur, que c'était un simple client du restaurant, comme les autres. Si c'était un client ordinaire, pourquoi avez-vous posé ensemble pour une photographie? Mais monsieur, je me fais photographier avec de nombreux clients. C'est-à-dire que Lutz n'était pas votre ami? Bah non. Et vous ne le rencontriez pas seul à seul en dehors du restaurant? Non, ce n'est jamais arrivé. Et vous ne lui avez pas donné d'informations moyennant salaire? Jamais. Le lieutenant-colonel sourit. Et moi, pourquoi vous croirais-je? Il est possible que vous mentiez. La peur se lisait sur le visage de Carlo. Monsieur, je vous jure que je vous dis la vérité, protesta-t-il. Vous avez beau jurer, vos paroles ne prouvent rien. Normalement, je devrais vous faire arrêter et transférer au tribunal, inculpé d'espionnage et de mise en danger de la sécurité nationale, et ce serait au juge de décider de vous innocenter ou de vous condamner. Carlo baissa la tête et resta silencieux. Vous voyez, dit le lieutenant-colonel en riant, normalement, vous devriez être jugé 2 fois. Une fois à cause des réunions du caucus et une fois à cause de l'espion allemand. Je vous évite donc la prison à 2 reprises. Merci, monsieur, murmura Carlo à voix basse. Le lieutenant-colonel alluma une autre cigarette. Dites-moi, Carlo, vous considérez-vous comme égyptien? Demanda-t-il calmement. Bien sûr. Mais vous êtes italien. Je vais en Italie en visiteur, mais mon pays, c'est l'Égypte. Je suis né à Alexandrie et tous les gens de ma famille sont nés à Alexandrie. Le fait que vous soyez né à Alexandrie ne veut pas dire que vous êtes égyptien, répliqua le lieutenant-colonel. Il faut que vous nous prouviez que vous aimez l'Égypte. Mais j'aime l'Égypte, monsieur. Non, non. C'est-à-dire que si je vous confiais une mission dans l'intérêt de l'Égypte, vous l'exécuteriez? Bien sûr. Moetas ferma la chemise qui contenait les photographies de l'espion et en rouvrit une autre. Ce dossier contient toutes vos aventures amoureuses. Franchement, je dois exprimer mon admiration. Vous êtes plus fort que Don Juan, mon vieux. Qu'est-ce que c'est que toutes ces femmes, Carlo? Apparemment, aucune ne peut vous résister. Si j'étais à votre place, j'écrirais mes mémoires. Ça ferait un best-seller, vous pourriez gagner beaucoup d'argent. Carlo esquissa un sourire. Vous êtes très doué avec les femmes et nous avons besoin que vous mettiez ce don au service de l'Égypte. C'est d'accord? Je m'arrête là. Ce Carlo, ces personnages, comment vous les construisez? Comment ça se passe quand vous êtes au travail à Alla El Aswany? Vous décidez d'abord du décor, donc Alexandrie. Vous vouliez écrire sur Alexandrie? Non, les personnages sont l'étape la plus importante. Oui.
le personnage, il y a une formule, c'est que fiction égale réalité plus imaginaire. C'est que tous les personnages que j'avais décrits, j'avais créés, j'étais inspiré par des gens que j'avais connus. Mais il y a l'imaginaire. Et je mets des détails pour créer un personnage. Tous les détails que vous pouvez imaginer. Si elle est femme, comment elle est coiffée, je connais beaucoup de choses, vous voyez. Vraiment, hein, pour le maquillage, comment les femmes sont coiffées, parce que j'ai personnage femme. Et je dois savoir, pour les hommes aussi, si mon personnage fume, quel genre de cigarette compte. Parce que les gens qui fument, par exemple, Marlboro rouge, sont au niveau psychologique différents des gens qui fument gitane, par exemple. Ah oui, c'est quoi la différence? Alors, celui qui fume des gitanes, non, mais vous ne fumez pas, mais pourquoi je dois vous dire? Je dois parler aux fumeurs. Ouais. Oui. Et alors, à un moment donné, je sens que les personnages existent. Et c'est à ce moment-là que je connais maintenant, selon mon expérience, que je suis sûr que j'ai à la main un roman. Et c'est une question du temps. Je commence l'écriture et à un moment donné, les personnages deviennent indépendants. C'est qu'ils m'échappent. C'est que je ne peux plus leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils choisissent. Et moi, j'écris ce que je vois sur l'écran de mon imagination. À l'immeuble Jacobien, par exemple, il y avait un vieux qui est tombé amoureux avec une jeune femme. Et les deux ont été arrêtés par la police égyptienne, humiliés et tout. Et quand ils sont sortis, le vieux a dit à la femme qu'on doit oublier ce qui s'est passé. Elle a dit, et alors la réponse, elle a dit, mais j'étais toujours malheureuse dans ma vie. C'était la fin d'une scène et moi j'écris très tôt le matin. Je me réveille à 6 heures et j'écris de 7 heures à 13 heures. Alors, elle était vraiment malheureuse. Hein. J'ai pensé à elle pendant la journée et le lendemain, j'ai ouvert le laptop et j'ai découvert qu'ils se sont mariés. Et j'étais très content pour eux. Parce que, alors je suis sorti de mon bureau, c'était 6h30. Ma femme, elle a dit, ah, mais pourquoi tu es très content comme ça? Alors je lui ai dit, ils se sont mariés. C'est ça, vous prenez soin de votre personnage. C'est exactement ça. C'est une bonne décision. Il y a des personnages qui font des bêtises. Ouais. Il y a le personnage de Adli qui est génial, ça, le brigand au grand cœur. Ça, c'est une tradition égyptienne. Adli le Noir, celui qui s'appelle Adli le Noir. Oui. Ça, c'est magnifique, qui aide tout le monde, qui est une sorte de Jean Valjean, un peu, d'ailleurs. Il me fait penser, Jean Valjean, c'est-à-dire, voilà, il est prêt à sortir le couteau ou les poings, mais c'est pour la bonne cause, sorte de bandit d'honneur, quoi. Voilà. Il a ses valeurs à lui. Ouais. Il a été victimisé par la société. C'est ça. Comme vous avez dit. À un moment donné, il est devenu... Il peut se défendre, il peut défendre les autres. Vous voyez, aussi, à côté, il fait des services pour la sécurité. Oui, mais bien, quoi. C'est-à-dire qu'il est dans un autre... Ils vendent de hashish. Oui. Et il a refusé de vendre le cocaïne, héroïne, pour ne pas faire du mal aux autres. Il pense que le hashish, c'est très bien pour tout le monde. Oui, qu'on n'en est pas dépendant. Oui, on est très bien, on mange très bien, on fait l'amour très bien. Alors l'amour. Oui. L'amour, il y a beaucoup de... Effectivement, il y a toujours une issue pour les personnages. C'est ce qui est agréable chez vous, c'est que finalement, même quand on ne leur donne pas le choix, quand c'est des beaux personnages, ils choisissent. Oui. Ils obéissent à leurs convictions, à leur sens de l'honneur, à leur sens de la liberté. Et ils font l'amour. Ça, c'est très important, c'est même politique chez vous, le fait de parler de la liberté, par exemple, de la sexualité de la femme. Il
il y a ce personnage Neamat, c'est ça la danseuse, qui en fait a été mariée à cet affreux Libyen qui la viole plus qu'il lui fait l'amour, et que les parents n'aident pas du tout, quoi, empêchent de vivre, et qui s'évade totalement, et qui devient cette danseuse superbe, etc. Ça, sur la sexualité, qui est très très présente toujours dans vos livres, c'est quelque chose de politique. Oui, moi je pense que la littérature, c'est une vie sur les papiers qui ressemble à notre vie quotidienne, mais qui est plus profonde, plus significative et plus belle. Alors, tout ce qui est significatif dans notre vie quotidienne doit être inclus dans la littérature. La sexualité, c'est un exemple. On ne fait pas l'amour, le sexe, on ne fait pas l'amour seulement pour le désir, mais il y a beaucoup de contextes. On peut faire l'amour parce qu'on a peur, pour découvrir l'autre, pour dominer l'autre, pour être dominé, pour oublier les problèmes qu'on avait vécus. Vous voyez, alors le moment de l'amour est très important en littérature. Affirmer une liberté aussi, parce que c'est souvent ça. Ouais. Exactement. Parce que ces femmes, elles choisissent. Chantal, elle choisit. Oui, Neamat, elle choisit. Elle choisit, ouais. Oui. Et quels sont, vous avez parlé de vos deux, il y a déjà eu deux conseils importants. Hein. D'abord les personnages, hein. Deux conseils, si vous voulez écrire. D'abord les personnages, savoir comment ils s'habillent, ce qu'ils fument, comment ils sont coiffés, etc. Faire parler les personnages. Et puis, vous nous avez dit aussi... d'abord, toujours construire des personnages et leur choix, et se laisser découvrir le roman. Exactement. À mesure qu'on l'écrit. Exactement. Quels ont été vos maîtres en écriture, les écrivains qui vous ont donné envie d'écrire? Plusieurs. Je lis littérature en 4 langues, parce que je lis français, anglais, arabe et espagnol. Mais j'ai été vraiment influencé par beaucoup de noms, mais je dois dire que j'ai été influencé très tôt par la littérature française. J'étais au lycée français du Caire, dès l'âge de 4 ans jusqu'au bac, et on avait un programme que je trouve très efficace, c'est qu'on étudiait les grands textes simplifiés quand on était petit. Alors j'ai étudié par exemple Les Misérables simplifiés, et les autres, et je pense que jusqu'à maintenant je peux même voir l'influence de quelques écrivains que j'avais étudiés quand j'étais petit. Je parle de littérature française. Et après, alors lesquels sur la Bruyère, par exemple. Oui, les caractères de la Bruyère. Ouais. Je me souviens très bien, au jour qu'on avait étudié la Bruyère, que j'ai découvert pour la première fois, j'avais peut-être 8 ans ou 9 ans, qu'on peut dessiner un portrait avec un stylo. Pas comme peintre, mais comme écrivain. C'était vraiment une découverte. Ah oui, ça c'est la définition du personnage, avec ses caractéristiques. Oui, exactement. Ouais. Et aussi, il y a la littérature arabe ancienne, il y a la littérature arabe contemporaine, il y a les grands maîtres russes du 19e. Ouais. Ça, on ne peut pas oublier qu'il y a Dostoïevski, Tchekhov, il y a Gabriel Garcia Marquez. Ouais. Alors, j'ai beaucoup d'influence, mais au commencement, j'ai eu une influence française. Je pense qui a été très utile pour moi comme écrivain. Et pourquoi le simplifier était une bonne idée? Non, mais après... vous êtes allé dans le vrai... Oui, après on étudiait les textes, le texte original. Ouais. Mais pour un enfant de 8 ans, tu dois simplifier. Moi, je pense que l'idée est très bien. Oui, ça donne un avant-goût et sans trop complexer. Et aussi, il y a des choses qu'on avait étudiées comme des classiques, comme les fables de La Fontaine, Maître Corbeau sur un arbre perché, tenir dans son bec un fromage. Oui. Ça reste, on ne pourrait pas le faire, nous, sur des grands classiques égyptiens. Est-ce que vous diriez, ce qui me frappe aussi dans ce livre, c'est qu'il y a parfois, ce n'est pas des adresses au lecteur, mais à chaque fois, vous
vous semblez emmener, dire au lecteur que vous êtes là pour lui. Par exemple, il va s'arrêter sur un personnage. Est-ce que vraiment il était avare? Oui. On va regarder si vraiment il était avare. Alors, premier point. Et donc, à chaque fois, vous pensez au lecteur. Ça, c'est aussi une leçon. Toujours, ne jamais exclure le lecteur, la lectrice évidemment non plus. C'est-à-dire toujours montrer qu'on est là, qu'on suit le fil d'une histoire, qu'on ne veut pas perdre les gens. Non, il y a ce souci-là, une sorte de souci. Ça peut être, oui, mais je suis pas motivé. On dit on appelle ça les voix multiples, vous voyez, en fiction. Et je pense que pour moi, je suis convaincu que écrire un roman avec une seule voix, ça ne reflète pas la vie. Parce que la vie, si on raconte cette rencontre, si vous me demandez et vous demandez deux amis de raconter la même rencontre, vous aurez trois histoires différentes, presque. Et donc, vous voulez que dans votre roman, on ait toutes ces versions. J'essaye tout le temps d'avoir 2, 3 voix. Comme ça, les gens vont être capables de découvrir vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que vous diriez, on lit ça parfois, on dit Alain Assouni, le conteur. Est-ce que la notion de conteur, d'écrivain bien sûr, mais de conteur, est quelque chose que vous acceptez, que vous trouvez intéressant pour définir ce que vous faites? Ici, on doit répondre à cette question. Quelle est la différence entre un conte ou l'histoire et je peux raconter une histoire? Il y a des conteurs d'histoire. Hein. Et ça existe en Afrique, ça existe au sud de l'Égypte. Vous allez dans un café, il y a des gens qui sont professionnels. Ils vont conter une histoire pendant 2 heures et vous allez suivre. Alors, la différence entre l'histoire et la littérature, c'est le contenu humain, c'est l'aspect humain. La littérature, c'est une histoire, mais qui contient un aspect humain. L'histoire, alors, toute littérature est une histoire, mais le contraire n'est pas vrai, nécessairement. Celui qui aime beaucoup les conteurs et cette image, et qui en a rencontré, lui, en Inde, où pour quelques pièces, on lui donne... c'est Salman Rushdie, oui, qui est très, très, très amateur justement de ces conteurs. Lui ça ne le dérange pas qu'on dise conteur. Non, ça ne me dérange pas non plus, mais je devais expliquer ce que je pense. Oui. Si on revient à ce roman, pourquoi vous avez choisi finalement de le situer à une période où Nasser est déjà en fait au pouvoir depuis 12 ans? C'est pas le tout début de Nasser, il est déjà installé au pouvoir. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette période précise? Parce que c'était le pic du nasserisme, et aussi c'était la dernière vague de xénophobie. La xénophobie en Égypte, à cause de la dictature militaire, a commencé par chasser les Juifs en 1956. Et après... Votre micro, Alain Assouni, pardon. Non, il faut le mettre près. Voilà. Ça va comme ça? Oui, il faut peut-être vous repreniez. Voilà. Alors, la première vague de xénophobie était contre les Juifs, 1956, et même avant. Et après, les Égyptiens d'origine italienne, européenne. Alors, 1946, c'était avant 1967. Alors, Nasser était dans vous voyez, la gloire, hein, parce que les gens adoraient, les Égyptiens adoraient Nasser, pas seulement les Égyptiens, mais les Arabes et tout le monde. Alors, j'ai pensé que c'était vraiment un moment significatif. Est-ce que derrière Nasser, il faut lire Sissi dans le livre? Oui, mais vous voyez, le problème, c'est le régime. C'est pas Nasser était beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus doué au niveau politique et beaucoup plus honnête que M. Sissi. Mais c'est la même voiture.
Je donne toujours cet exemple. On a une voiture qui a vraiment des grands problèmes mécaniques. Et la voiture n'est pas capable de rouler pendant 100 mètres sans créer un accident et un drame. Et on parle d'un nouveau chauffeur. Le problème, ce n'est pas le chauffeur. Vous voyez. Alors, vous me dites, on a changé le chauffeur. On a un chauffeur qui ne fume pas, qui ne boit pas d'alcool. Il a une concentration incroyable. Et avant, il conduisait des camions. Mais c'est la même voiture. C'est ça le problème. Ce n'est pas le chauffeur. Alors, dès 1952, on a cette voiture. C'est quoi? C'est le peuple égyptien, la voiture? C'est le régime. Ouais, ouais. C'est le régime. C'est la dictature. Ouais. Alors, on a une Nasser, premier chauffeur, deuxième chauffeur, troisième, quatrième et cinquième chauffeur. Et toujours des accidents. Ouais. Pourquoi? À cause de la voiture. Alors, vous n'êtes pas tendre, hein, d'ailleurs, avec la voiture, avec cette voiture. Oui. Et avec ceux qui sont dans la voiture, d'ailleurs. Vous dites dans Le Point, vous répondez à Valérie Marin-Lamellé, « Au-delà de la figure de Nasser, je soulève le problème de notre relation avec la figure du grand leader auquel on doit obéir alors qu'il ne sert pas son pays. Le problème est très profond dans la culture arabe qui cherche un héros. On tombe amoureux, on accepte tout ce qu'il fait. Si on met à part le cas particulier du Liban, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur le Liban, 22 pays arabes ne vivent pas en démocratie. Cela ne peut pas être seulement une coïncidence ou un complot. Nous, les Arabes, avons un problème. » Alors, un problème de quoi? Un problème de voiture, on a compris. De l'amour, oui. On tombe amoureux avec le leader, comme je viens de dire. Mais comment ça s'explique? Peut-être parce qu'après l'indépendance, on n'avait pas la démocratie et la dictature, on s'adapte à la dictature. Peut-être c'est lié à la culture islamique ancienne, qu'il y avait toujours l'imam, le roi, le khalife, c'est quelqu'un qui connaît tout, on ne connaît rien, et c'est quelqu'un qui fait tout pour nous. Mais aussi, pour être honnête, cette histoire, ce phénomène est arrivé en Europe, est arrivé en Allemagne avec Hitler, et est arrivé en Italie, au Portugal, Espagne, France aussi, oui. Vous voyez. Donc c'est universel. Oui, on peut tomber amoureux avec une femme et un homme, mais on ne doit pas tomber amoureux avec un président. Ça, c'est terrible et très dangereux. Un président, c'est quelqu'un, un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui travaille pour nous. C'est pas le héros, c'est pas notre père, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus de nous. Non. Vous qui n'avez cessé de dire « ça suffit hein, », on le disait avec ce mouvement Kifaya, vous qui terminiez, comme je le disais, chacune de vos chroniques par le mot « voilà, la solution c'est la démocratie », est-ce que vous avez la sensation de, pour le coup, d'écrire pour rien, je ne parle pas de vos romans, hein, mais ou est-ce que vous avez, depuis les États-Unis où vous vivez maintenant, l'espoir et peut-être quelques signes que les choses changent? Ou est-ce que, justement, c'est voué à se répéter, puisque c'est un problème de voiture et toujours la même voiture? Non, je suis optimiste. Oui. Pourquoi? Parce que, comme vous, j'ai lu l'histoire, vous voyez. Et la Révolution française qui est notre modèle, hein, un grand modèle de révolution. Elle a été sanglante aussi. Ouais, mais oui. Même au JO, ils ont montré. Qu'est-ce qui s'est passé après 10 ans en France? Oui. C'était pas seulement il y avait quelqu'un qui est devenu empereur, qui avait Napoléon. On ne peut pas comprendre Napoléon à M. Sissi pour des raisons qu'on comprendrait bien, mais c'était une défaite pour la révolution. Et après, l'ancien régime est arrivé, est revenu au pouvoir, mais à la fin, la révolution a gagné. C'est pour cela que je suis optimiste. Sur l'Égypte, oui. Absolument. On a le futur est sur notre côté. C'est pas sur leur côté. Est-ce que les romans peuvent changer
les choses politiquement. Non. Vous parliez de Garcia Marquez qui disait, puisque vous l'adorez, Garcia Marquez, il était en exil aussi comme vous, si vous voulez défendre la cause, écrivez un bon roman. Ouais. Oui, donc ça veut dire que... Non, il a dit ça pour répondre à des écrivains de gauche qui ont dit que maintenant tu as un succès, mais pourquoi tu fais pas un effort pour servir la cause? Alors, voilà la réponse. Il a dit pour servir la cause, pour servir la cause, écrivez un bon roman. Même si c'est un roman sur l'amour, on va comprendre des aspects de l'amour qu'on ne savait pas et ça va servir la cause. Et ça, je suis absolument d'accord. Le roman ne change pas la situation. Vous voulez changer la situation, vous manifestez, vous faites... mais pas... Le roman crée un changement beaucoup plus important. Le roman ne change pas la situation, mais le roman nous change. Le roman change les gens. Et les gens qui seront changés par la littérature seront capables à achever un changement politique. Et ça, vous y pensez quand vous écrivez à chaque fois, à chaque page? Non, vous dites, non, pour moi, c'est ce qui est humain, c'est ça qui compte. Vous voyez? Mais pour faire changer les gens aussi. Oui, mais changer les gens, c'est pas seulement en Égypte. Vous voyez? Le fait que vous présentez quelqu'un d'une manière humaine et surtout ne pas le juger, essayer de le mieux comprendre ou de la mieux comprendre, c'est humain, c'est pas seulement l'Égypte. Mais si on interdit, puisqu'on interdit vos livres, votre présence, vous êtes interdit de télévision aussi en Égypte, oui. mais que vos romans, vous me disiez tout à l'heure au déjeuner que si quelqu'un est trouvé, s'il est égyptien avec un de vos romans, il a des problèmes. À l'aéroport, oui. À l'aéroport. Oui. Donc ça prouve que quand même les romans sont dangereux pour le pouvoir. Ça prouve qu'ils ont un côté qui peuvent changer justement la situation, y compris politique. Je pense que le régime en Égypte n'a pas cette intelligence. Oui. Je ne crois pas que le président a jamais lu un seul roman. Vous voyez, ça c'est sûr. Pourtant, il est capable de demander, enfin pas indirectement, qu'on interdise vos livres. Des rapports. Ouais. Vous voyez. Donc certains les lisent quand même. Oui. Nasser, qui était beaucoup plus intelligent, qui lisait même plus, il y avait un problème sur un roman de Mahfouz. Oui, Naguib Mahfouz. Et le numéro 2, qui était le ministre de Défense, a décidé parce qu'un des personnages de Mahfouz avait critiqué le régime et il a décidé de mettre Mahfouz en prison. Alors, il y avait des gens qui ont dit à M. Nasser, le président, que vous voyez, voilà le roman et ils vont mettre Mahfouz en prison. Ce sera un scandale parce qu'il est connu ailleurs. Ce qui est très intéressant, que Nasser n'a pas lu le roman. Il a donné le roman au ministre de Culture. Il a demandé un rapport, vous voyez. Et ça veut dire quoi pour moi? C'est que le meilleur chauffeur de la voiture n'a pas le temps pour lire la littérature. Oui, c'est ça. C'était ce roman, Au soir d'Alexandrie, il est aussi fait pour un peu faire tomber le mythe Nasser, parce que Nasser, c'est aussi une figure éminemment respectée, celui qui a défié aussi l'Occident. Vous vouliez un peu casser le mythe? C'est aussi le rôle des écrivains. Non, je ne veux pas casser, j'essaye de raconter ce qui s'est passé, selon un roman. Les gens tombent amoureux avec le président, avec le dictateur. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont tombés amoureux avec Saddam Hussein. Je rencontre des gens qui disent non, mais il était très bien. Il avait des fautes. Il a tué des milliers de gens. Il a dit, mais il avait ses fautes quand même. Mais il était très bien. Kadhafi, qui était presque fou, vous voyez. Mais c'est pas seulement
BBC a fait une statistique sur le dictateur portugais. Et 60% des Portugais pensent qu'il était très bien. Dernière question à la Soigny, parce que c'est intéressant, vous êtes aussi un cas, parce que vous êtes à la fois romancier, bon, dentiste, hein, on l'a dit, mais vous écrivez beaucoup dans la presse. Vous avez été aussi... Quel lien, quelle différence vous faites entre les deux Alla El Aswany, celui qui écrit des romans et celui qui écrit de façon plus immédiate dans la presse? Non, j'écris dans la presse des articles pour me débarrasser des sentiments qui sont très forts, qui vont me gêner en écrivant un roman. Ah, pourquoi? Il ne faut pas être en colère, par exemple, quand on écrit un roman? Non, mais on doit garder une distance. Vous voyez? Alors, on appelle en anglais, en physique, on l'appelle extra charge. Extra charge, c'est que vous sentez trop. Hein? Alors, je me débarrasse de ces extra charges en écrivant un article direct. Et quand j'écris le roman, j'ai la paix. Ah oui. Comme Anas quand il va voir Adil. Exact. C'est ça. Ouais. Ah oui, c'est pas bon là de trop ressentir. On pourrait croire que c'est bien de mettre cette colère dans un des personnages. L'autre, on va lui mettre autre chose. Non, j'ai pris. Ça a duré 4 ans pour moi après vivre l'expérience de la Révolution pour être capable d'écrire un roman. Vous voyez, j'avais besoin d'une distance. Oui, de faire baisser la température. Exactement. Vous avez refusé le poste de ministre de la Culture 2 fois. Ouais. Pourquoi pas avoir envie d'essayer? Ça aurait fait un bon roman après, peut-être? Non, ils m'ont offert le poste l'armée après la Révolution et après les frères musulmans. Et moi, je pense, il y a 2 raisons. Je pense que pour moi, écrire un bon roman, c'est beaucoup mieux d'être... même le président de l'Égypte, vous voyez. Écrivain, c'est mieux. Écrivain, c'est plus. D'accord, très bien. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Très bien. Ça, c'est mon avis. Et aussi parce qu'il y a la politique. Je ne pense pas que ni l'armée, ni les frères m'aimaient vraiment ou appréciaient. C'est pour se servir de vous, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. On empêche, mais même si des gens très honnêtes vont m'offrir, je ne peux pas. Moi, le poste le plus important de ma vie, c'est écrire. Et vous ne regrettez pas quand même d'avoir... Ça aurait été génial en termes d'expérience de vie pour après écrire et raconter. Est-ce que c'était cette fréquentation du pouvoir? Non, mais je peux avoir l'expérience à travers des amis. Mais moi... Oui, c'est ça. Vous restez bien informé. Oui. Merci beaucoup, Alla El Aswany. Merci. Vous pouvez donc rester avec Alla El Aswany en allant vous faire signer son livre au Square d'Alexandrie. Voilà, je le redis, c'est vraiment une friandise parce qu'on est avec ces personnages qui sont vraiment comme des vraies personnes. On les aime, d'autres on les aime un peu moins. Ils se rencontrent, ils se déchirent, ils font l'amour. Et puis tout ça sur fond quand même d'une des plus belles villes du monde, Alexandrie, au bord de la mer. Donc ne boudez pas votre plaisir. Merci Alla El Aswany. Oui, c'est en bas la signature. Hein. Voilà. C'est juste en bas.